Chers amis, c'est avec une émotion non dissimulée que je m'adresse à vous. Vous avez mis justement ce gradient émotionnel un peu haut là, avant de me passer la parole. Je vais essayer d'être à la hauteur, surtout que je voulais qu'il y ait à la fois quelque chose dans l'échange, quelque chose d'à la fois léger, quelque chose d'à la fois grave. Et c'est certain que... Si on peut avoir les diapos. C'est certain que cette année, on s'est senti un petit peu épié. C'est certain que cette année, on s'est senti un petit peu souri en se demandant qui allait être le chat. C'est sûr qu'on s'est senti un peu contrit, on s'est senti un peu apeuré par des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas dû être apeuré. C'est sûr qu'on avait envie de se rembourrer un petit peu. C'est sûr qu'on s'est senti parfois, et bien, alors qu'on avait une place, eh bien, on s'est senti un petit peu démuni et un petit peu viré de là où on était. C'est sûr qu'on a essayé de faire ce qu'on a pu pour trouver justement cette place, alors que celle-ci n'était pas prédéfinie pour nous. J'ai bien aimé celle-là. Il a dit il y a deux roues. Ben voilà, j'ai mis mes deux roues là où il faut. Alors certains n'ont pas hésité au sein de la famille à mettre en boîte ceux qui les gênaient. C'est sûr que certains ont essayé de voir des facteurs environnementaux pour mettre en exergue leur musculature. C'est sûr que certains, au niveau alimentaire, ont bien essayé de se dire que c'était pas de la tarte. Et puis certains qui aiment un petit peu plus les beignets se sont dit, eh bien peut-être qu'il faudrait qu'on se rationne. Toujours est-il qu'on était content que l'année dernière se finisse pour que cette nouvelle année fasse en sorte que plus rien ne soit impossible, que nos rêves, même si nous ne sommes pas forcément formatés pour ça, le deviennent. Essayer de faire en sorte que cet environnement soit un petit peu plus flexible, soit un peu plus al dente. Alors on a essayé de faire du changement. Alors bon, nous les Français, on sait comment on fait pour changer, bien sûr. On sait où ça nous mène avec le côté très artistique français, quand même, d'aller asperger de la Joconde. Alors j'aime bien cette image qui montre que parfois des grands hommes sont saucissonnés, sont détruits, mais ils nous montrent encore le chemin. Alors, il ne faut pas tomber à la renverse, il ne faut pas mordre dessus, il faut se dire, on peut se tromper, et c'est sûr que parfois, il y a des avancées qui sont compliquées à gérer. Parfois, il y a des parents qui sont plus les mêmes, qui n'ont plus les mêmes modèles que nous, alors que nous étions un petit peu à essayer de prendre ça avec un certain poids, avec une certaine valeur. Eh bien, maintenant, on est avec des nouveaux parents. Et j'aimerais vous faire part d'une... c'est un petit peu un catharsis que je vais faire devant vous, de faire une pensée que j'ai eue lundi dernier. Lundi dernier, alors, je me mets souvent à votre place et c'est intéressant qu'on partage, qu'on soit dans l'échange. Et pourquoi l'odeur de l'essence alors que actuellement nos agriculteurs nous proposent une odeur un petit peu d'un autre calibre, qui ne me choque pas moi en tant que gastro-entérologue, mais qui pourrait choquer certains. Je vais vous faire part de ma matinée de lundi dernier. Moi, pédiatre hospitalier, modeste pédiatre hospitalier, pour essayer d'échanger avec vous. Peut-être que vous allez trouver ça complètement hors de propos. Peut-être que les parents dont je vais parler vont vous parler à vous aussi. Et j'aimerais vous lire un texte. Un regard embrumé et des yeux mal rasés, une consultation du lundi matin débute après un staff atone où des praticiens désespérés
sélectionne les patients à annuler par manque de place avant de les reprogrammer. Parce que les choses soient claires, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on est en train, comme dans une situation de guerre, à essayer de voir quels sont les patients les plus graves, car nous n'avons pas assez de postes de blocs opératoires, nous avons des instruments pour faire les examens, nous avons des médecins, mais nous n'avons ni infirmières, ni infirmières anesthésistes, ni anesthésistes pour arriver à rendre service à la population. Et donc, on essaye de sélectionner les patients pendant le staff. Juste pour vous montrer que on partage des choses à des niveaux différents, mais c'est intéressant que vous voyez ce qui se passe en France en 2024. 10 heures, box 7. C'est là où je consulte. Et donc après le staff, il est 10 heures. La maman de Anna, 8 mois, consulte pour diarrhée avec un érythème fessier intense résistant aux pommades émollientes et anticortisosiques. Je vous présente les fesses d'Anna, qui sont dues à une maman qui, par esprit de respect de l'environnement, a délaissé les couches jetables pour des couches lavables. Puis, les jeunes parents de Tom, 10 mois, consultent pour avis, ils arrivent, ils s'assoient, et ils disent « Docteur, je voudrais que vous me donniez votre avis pour le SAMA de notre fils que nous avons diagnostiqué sur Internet. » Alors, ça m'a pas tout de suite parlé, vous voyez. Ça m'a fait un drôle. SAMA, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Et ils ont fait le diagnostic sur Internet, n'est-ce pas? Et ils me proposent donc de les accompagner dans un diagnostic que j'ignore aux 3/4, n'est-ce pas? Ensuite, et donc ils arrivent, et ils m'expliquent quel est le rôle du mastocyte dans le corps, n'est-ce pas? Je vous ai mis la fiche au cas où vous ne suivrez pas, peut-être, je ne sais pas. Et ensuite, les parents de Denis qui voulaient que je coupe un frein de langue qui l'empêchait de boire au biberon, selon eux. Alors que, pour ceux qui ont assisté tout à l'heure à l'atelier, la praxilagouale n'est absolument pas gênée lors de l'alimentation au biberon, mais uniquement lors de l'allaitement maternel. Donc il me faut 40 minutes pour leur expliquer, en mimant par des jeux de langue, en pleine consultation. À ce moment-là, il y a la programmatrice qui fait ça, un petit peu blanc de temps en temps, et qui fait en sorte d'arriver et qui me voit en train de gesticuler avec la langue, avec les parents, demandant ce qui se passe dans cette salle de consultation. Et donc, je leur fais des dessins à l'appui. Et j'aimerais partager avec vous ces différents éléments. La pédiatrie évolue comme la médecine, et les nouveaux parents ne sont plus de la même génération que les parents dont nous prenions en soin les enfants il y a 10-20 ans. C'est bon ? Il y a toujours des... C'est important qu'il y ait des effets un petit peu de... Quand je parle de choses qui fâchent, ça déconnecte directement, vous voyez. Ça, c'est le côté Macintosh, vous voyez, extrêmement pragmatique. Nous nous trouvons face à un double défi. Celui d'être sans cesse informé des dernières recommandations pour optimiser notre exercice de l'art de la médecine, mais également celui d'être en phase avec les modes de pensée et de fonctionnement des parents. Notre rôle n'est pas d'éduquer les enfants qui viennent consulter, mais d'éduquer les éducateurs que devraient être les parents. Mais doit-on, peut-on éduquer les parents de nos petits patients contre leur gré? Notre rôle est en principe limité à la guidance parentale. Guidance, ce terme vient de l'anglais « for your guidance », soit littéralement « pour votre information », ce qui signifie l'ensemble des conseils, informations et soutiens pour favoriser l'apprentissage du métier de parent. Or, les parents estiment avoir cette fonction innée.
Mais est-ce une démission de notre part que de ne pas s'échiner à vérifier que tous ces conseils soient bien appliqués à partir du moment où la santé de l'enfant n'est pas en jeu? Il faut que nous nous posions cette question. Les parents de Anna sont très sensibles à l'écologie et l'environnement et militent pour l'utilisation de couches lavables et non les couches à usage unique. Inutile, à notre avis, de tenter de les convaincre sur le ratio de l'impact écologique des couches jetables versus les 19 milliards de mètres cubes d'eau utilisés par an et les 62 millions de tonnes de CO2 émis par la machine à laver sur Terre. Parce qu'on pourrait leur dire ça. À mon avis, inutile. Il convient simplement d'insister sur la nécessité de changer plus souvent les couches lavables. Il faut aller dans leur sens. Il n'est pas question d'imposer aux parents d'utiliser des couches jetables, mais d'accompagner les parents pour mieux soigner leur enfant. Le médecin doit donc apprendre à protéger et prendre en soin les enfants de parents qui sont adeptes de modes de vie à la mode. Les parents de Tom savent tout sur tout, avec un téléphone greffé à la main, comme beaucoup, leur indiquant le meilleur site à consulter pour les informer. L'attrait du spectaculaire et du formidable déteint sur la médecine. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Ainsi, pour se référer aux hypothèses diagnostiques, les parents désormais évoquent d'emblée des maladies rares, sans parfois une certaine arrogance vis-à-vis du médecin surpris. Et démunis face à un diagnostic auquel il n'avait pas pensé, ce pauvre médecin, rappelons que statistiquement, les formes atypiques des maladies fréquentes sont plus nombreuses que les formes typiques des maladies rares. J'aime bien celle-là, je la ferai. Le SAMA, c'est un syndrome qui se manifeste par des symptômes épisodiques non spécifiques gastro-entérologiques et cutanés. Donc le diagnostic, peu importe, il est fait devant une élévation de la tryptase. Autant dire que cette maladie rare, qui est rarement confirmée, peut être extrêmement souvent évoquée. Et donc les parents viennent avec ce diagnostic. Et avec une certaine perversité, nous la portent dans leurs mains, greffée avec ce téléphone. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse spectaculaire aux troubles fonctionnels de leur enfant, leur pousse et les pousse à nous proposer des diagnostics qui sont un petit peu des diagnostics rares et des diagnostics erratiques. Nous nous trouvons face à un double défi. Et face à ce double défi, la réassurance est une opération par laquelle un assureur, normalement, fait garantir par un autre assureur tout ou une partie des risques qu'il a couverts lui-même. Sauf que les parents n'ont pas confiance en eux et sont sceptiques devant des diagnostics empiriques. Ils consultent alors la plateforme du savoir sur les moteurs de recherche. Est-ce que là, la recherche scientifiquement prouvée se trouve sur les moteurs de recherche? Ils trouvent une entité, me disent-ils, qui match. Je ne fais pas de rapport. Ils adorent les entités qui matchent avec les symptômes. Pourquoi notre enfant ne serait pas atteint de cela? Un SAMA, ça match. Après tout, pourquoi pas? Anna, Tom, Denis, 3 consultations qui sont qu'un extrait d'une journée de consultation ordinaire qui va se décliner selon ce même modèle que vous vivez tous, que nous vivons tous. Guidance, réassurance, bienveillance, explication et gestion du doute. Il est donc indispensable, à mon sens, de réduire le hiatus éventuel avec une génération de parents qu'il faut apprendre à mieux connaître pour mieux les accompagner. Et peut-être ne le connaissez-vous pas, en tout cas moi je ne le connaissais pas, sauf que je me suis mis dans la situation où l'écoute des parents me paraît indispensable. Et donc, un des rappeurs français les plus en vogue, Orelsan, chante, je l'ai écouté chanter, honnêtement, je ne peux pas appeler ça de la chanson, clame, un de ses beaux titres, L'odeur de l'essence. Écoutons ce qu'ils écoutent. Et je ne sais pas si au Maroc, vous avez ce même problème de confiance et de difficulté, d'appréhension et d'adhésion des parents avec leur médecin.
Orelsan. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété. Plus personne n'écoute, tout le monde s'exprime. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Comme ça, il dit à la filée. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Et donc, face à ces parents qui sont dans cet environnement agressif, que faire? Comment les guider? Comment aller dans la réassurance? Eh bien, à mon sens, c'est la polarité positive, c'est la bienveillance, c'est ce que nous a dit Khalid, happé par l'élève. C'est ce que nous a dit Hassan, c'est cette joie d'être ensemble, cette fierté d'être ensemble. C'est ce que nous a dit Saïd, c'est toutes ces sommités, tous ces présidents qui sont assis modestement ici, comme vous et comme moi, et qui sont réunis. Eh bien, c'est avec cette bienveillance et avec cette faculté à échanger que nous pourrons arriver à convaincre les parents de notre légitimité. Et pour ça, il faut être complètement à la fois à l'écoute de ses parents et à l'écoute de la littérature. Et j'aimerais donner sur toutes les notions qu'on a et que vous avez, eh bien, des données de la littérature qui l'attestent. Je commencerai avec les écrans. Voilà ici, sans que j'ai besoin de définir qu'est-ce que ça veut dire, le nombre d'heures passées face à des écrans vis-à-vis des troubles du comportement, vis-à-vis des difficultés d'apprentissage, vis-à-vis des troubles du sommeil et vis-à-vis des troubles d'impulsivité. Publication de cette année. Je rappelle les recommandations. Le 3, 6, 9, 12. Avant 3 ans, pas de télé. Les consoles, pas avant 6 ans. Internet, après 9 ans. Les réseaux sociaux, après 12 ans. Bien sûr, ce n'est pas respecté. Mais c'est bien que nous nous mettions en tête, en tant que parents, en tant que pédiatres, ces données qui nous permettraient de diminuer cette flambée de difficultés pédopsychiatriques. Ici, une situation qui montre que les morts inexpliquées du nourrisson sont de moins en moins inexpliquées et que dans 60% des cas, maintenant, on arrive à faire le diagnostic. Et on est arrivé au même constat, c'est la position de sommeil. Et en face de ça, c'est une étude française qui a pris en photo toutes les packaging des marques de couches, stipulant et montrant les enfants qui sont couchés, pour la plupart sur le ventre. Troisième donnée importante, qui n'est pas encore présente probablement au Maroc, mais qui va l'être très probablement, je l'espère, et je tiens ces diapositives de Robert Cohen, à qui je rends hommage, eh bien, c'est que le paradigme de la vaccination du nourrisson va s'intriquer, et on parlait avec nos collègues obstétriciens et gynécologues tout à l'heure, va s'intriquer avec la vaccination pendant la grossesse. Car oui, une mère bien vaccinée, c'est un nourrisson qui est épargné. Alors sur la grippe, sur la coqueluche, vous connaissez le cocooning, sur le Covid, on sait que ça épargne les formes graves. Le VRS, on va commencer à vacciner les mères très bientôt. Et puis, c'est demain, puisqu'il y a les premières publications qui sont encourageantes, vacciner les mères contre le streptocoque B. Vous vous rendez compte de la démographie médicale qui va se modifier avec cette prise en soin des enfants. Parce que c'est sûr que
Nous, on a vécu en France eh bien, le nirsevimab, c'est-à-dire cette injection monoclonale pour protéger les nourrissons contre le VRS. On a eu du VRS, hein, mais on a eu de manière drastiquement 80% d'hospitalisation en moins chez le moins de 3 mois, ce qui était les résultats attendus. Et il est certain que quand on va avoir la vaccination maternelle en plus, une vaccination qu'on pourra faire chez la femme enceinte, hormis le premier trimestre, eh bien, on va avoir chez une maman qui peut accepter justement cette vaccination, eh bien, une protection qu'elle va pouvoir à la fois transmettre à son enfant, un enfant qui, si lui va être bien vacciné, va permettre d'avoir un risque d'infection minimal. Autrement dit, c'est une donnée spectaculaire qui s'offre à nous et qui va complètement changer le paradigme des infections précoces de la première année de vie. Mais qui dit vaccin dit vaccinateur, et qui dit vaccinateur dit difficulté à vaccination. Et en France, il y a eu un élément dramatique que j'aimerais partager avec vous, qui est cet enfant de 12 ans qui est mort après une vaccination à l'école, et avec évidemment tout le monde qui a dit « le vaccin a tué », alors que c'est uniquement un malaise vagal post-vaccination qui en a été la cause, et l'enfant ensuite a fait un hématome extradural dont il est décédé. Donc il est vraiment important de voir et de savoir comment faire face à ces vaccins, à ce positionnement ici de manière spectaculaire, tous les patchs qui sont mal placés. Je rappelle, là aussi, je fais une allégorie aux sportifs pour, et ça coûte pas cher, contre les vaccins et les douleurs vaccins, la bombe de froid. Vous savez, là, quand le footballeur il est par terre, on lui fait pshhh, ça marche. Ça marche. C'est la bombe magique. Ça marche très bien. Ça inhibe la douleur. C'est vraiment très efficace. Je vous engage à la faire. Alors évidemment, vous connaissez les techniques de vaccination, mais ceux-ci ont été répétés. Et j'aimerais partager avec vous 2 expériences de vaccination qui ont été publiées cette année que j'ai trouvées intéressantes à partager. La première, c'est celle-ci. Ah, il faut du temps, hein. Alors, c'est sûr que là, il l'a vacciné parfaitement. Je pense que lors du 2e vaccin, le petit va lui dire qu'il ne faut pas me prendre pour un con une 2e fois. Et regardez la technique de Robert, chez les plus grands, que je trouve absolument excellente. Il faut leur dire de faire quelque chose. Voilà. Attends. Donc c'est Robert Cohen. Dedans, tiens, mets dedans. 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 C'est du boulot. Quand il y a du boulot, il faut. Mets dedans. Voilà, merci. Allez, mets dedans. Mets dedans. Continue ton boulot. Vraiment, la distraction, c'est important de le voir. Hein. Ah, il ne faut pas rater le but. Non, non. On ne tape pas sur la barre sur une histoire comme ça. Moi, je filme. Et c'est sûr qu'on a peur maintenant quand il y a un microbe qui vient de la Chine, ça c'est certain. Il est certain, et je vous engage à bien relire. Et au Maroc, vous êtes extrêmement efficace avec Infovac Maroc pour être complètement au point sur ces infections à mycoplasme, dont je rappelle la sérologie IgM positive n'est absolument pas pathognomonique de l'infection à Mycoplasma pneumoniae. Je rappelle aussi que la doxycycline, qui pendant longtemps
a été interdite chez les enfants est maintenant tout à fait possible à prescrire pour une durée de moins de 8 jours chez l'enfant de plus de 2 ans. Donc c'est intéressant à savoir. La revue de la littérature m'a permis aussi de lever ce dogme que beaucoup d'entre nous ont, à savoir quand l'enfant est arc-bouté, arching back, qu'il est en opistotonose, lui infliger le diagnostic de reflux gastro-œsophagien est un diagnostic erroné dans la très très grande majorité des cas. C'est un bébé inconfortable, on en parlera demain, ce n'est pas un bébé reflueur. Que quand on a une œsophagite actuellement chez le grand enfant, eh bien il va falloir penser à l'œsophagite à éosinophile. Pourquoi l'œsophagite à éosinophile ? Eh bien, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'allergies et surtout, au Maroc comme en France, il y a de plus en plus d'immunothérapies. Et les immunothérapies multiplient par 10 à 15 le risque d'œsophagite à éosinophile. Ceci a été démontré chez l'animal, chez la souris. Une souris en cours de désensibilisation, quand on lui fait une biopsie de l'œsophage, dans 100% des cas, elle déclare une œsophagite à éosinophile. Certes, on va arrêter les analogies entre la souris et l'homme, mais c'est intéressant à noter. Ce qui fait que vous allez avoir de plus en plus ce diagnostic, parce qu'il y a de plus en plus d'allergies, au Maroc comme en France, et il y a une nouvelle molécule qui a fait son apparition parce que, non pas qu'elle soit spectaculaire en termes de process de fabrication, mais c'est juste une galénique de corticothérapie topique. J'ai mis le nom et j'ai aucun lien d'intérêt avec. Eh bien, c'est sûr qu'on a maintenant une corticothérapie qui permet d'agir localement sur la bouche et sur l'œsophage, comme on fait de la corticothérapie inhalée dans l'asthme. Et il est certain que cette œsophagite à éosinophile, les dernières publications nous le montrent, ressemblent et peuvent être dans une analogie à un eczéma de l'asthme. Qui dit eczéma dit nouvelle molécule qui maintenant est validée chez l'enfant à partir de 6 mois, alors que jusqu'à présent c'était 12 ans, puis 6 ans, maintenant c'est 6 mois. C'est une biothérapie extrêmement efficace contre les eczémas sévères. Peu importe son nom, Dupixent ou Dipulimab, je n'ai pas non plus de lien d'intérêt avec, mais on est avec, comme vous le voyez ici, sur les protéines pro-inflammatoires et sur les cellules récepteurs, avec un anti-IL4 et un anti-IL13 extrêmement puissants. Ces biothérapies qui ont changé le pronostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et il y en a de plus en plus, et en France et au Maroc, et il faut savoir les diagnostiquer, et donc on a de plus en plus recours à ces biothérapies, et il y a une nouvelle molécule, alors que les biothérapies coûtent très cher et sont par voie parentérale, il y a une nouvelle molécule, une nouvelle biothérapie qui a fait son apparition cette année, qui est extrêmement puissante, peu coûteuse par rapport aux autres, avec un potentiel d'efficacité extrême, qui correspondent à ce qu'on appelle les anti-JAK. J-A-K, ces anti-JAK, que les Anglais appellent Hit the Road Jack, selon la chanson de Ray Charles, eh bien, ces anti-JAK sont extrêmement efficaces contre toutes les maladies inflammatoires, quelles qu'elles soient, que ce soit les Mickey, que ce soit les asthmes, que ce soit les eczémas sévères, que ce soit le psoriasis, que ce soit d'autres maladies inflammatoires. Donc on est dans une ère où, il faut le savoir, dans quelques années, on prescrira une biothérapie par la bouche. Sur les nouveautés en ce qui concerne l'avènement et la gestion de l'allergie aux protéines de lait de vache, je vous l'ai mis en chinois parce qu'il faudra écouter le topo de Patrick Tougnan demain pour qu'il vous la mette en français. Ce qui est certain, c'est que parfois, et on en revient tous à cela, il y a
le diagnostic algorithmique, il y a le diagnostic qui est le diagnostic scientifique, et puis il y a le diagnostic du déjà-vu. Parce que parfois, quand on ne sait pas et on peut se lancer, diagnostic du déjà-vu. Donc, je vais finir en montrant ce qui a été publié sur des cas cliniques que j'ai déjà vus et qui ont été publiés. Et donc, on pourra dire « Ah ben ça, je l'ai déjà vu ». Et ça nous avance. C'est un enfant, comme vous voyez, qui a des lésions périorales, qui a été prise pour de l'impétigo, puis ensuite pour de l'eczéma impétiginisé. Et ce qui m'a fait faire le diagnostic, c'est que la mère a dit « Écoutez, c'est apparu quand on a commencé à faire un pique-nique. » Alors je me suis dit « Elle s'est fait piquer par quelque chose. » Et en fait, cette photosensibilisation est absolument caractéristique lors de la gestion de certains aliments, dont un que vous connaissez peut-être au Maroc, en tout cas en France, nous ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'il vienne à la mode, qui s'appelle le pané. Vous connaissez le pané ? Voilà, dis-le en arabe plus fort. C'est pas né même du tout, mais c'est peut-être celui-là. Toujours est-il qu'il y a des aliments qui sont photosensibilisateurs et qui donnent des lésions importantes, comme ça. 4 publications dans l'année 2023 sur ces photosensibilisations au pané que j'avais vues, moi. Pourquoi ? Parce que en France, on ne consommait pas ce légume jusqu'à ce qu'il devienne à la mode. Parce que maintenant, en France, on consomme du topinambour, du pané, des brocolis, des je sais pas quoi. Cette lésion chez le nouveau-né qui a inquiété une maman parce que son bébé était inconfortable. Et je vois ces stries là, vous les voyez ? Au niveau du ventre et au niveau de la flexure du pied. Alors au début, je me suis dit, oh là là, j'espère que c'est pas une machin, la pigmentille, un truc. Mais ça ne suit pas les lignes de Blaschko, ça. C'est complètement, vous voyez, linéaire. Je ne savais pas ce que c'était. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce qu'on appelle le diagnostic du déjà-vu. Parce que ça, peut-être vous l'avez déjà vu. Des stries hyperpigmentées, transitoires du nouveau-né. En 15 jours, ça disparaît et ça inquiète beaucoup. Et cet enfant-là, qui a les sclérotiques bleus, j'ai dit, ça y est, j'ai fait mon premier diagnostic de syndrome de Lobstein, d'ostéogenèse imparfaite. Sauf que j'avais eu beau lui taper sur les os, ça ne se cassait pas du tout. Et il n'était pas venu me voir pour ça. Il était venu me voir parce qu'il grossissait pas bien. Et il grandissait pas bien. Je me suis dit, mais quelles peuvent être les causes de sclérotique bleue, à part la maladie de Lobstein ? Comme disait mon maître Perelman, tout a été écrit, mais tout n'a pas été lu. Il me disait, Belaïch, je vous raconte quand même, parce que c'est important d'avoir un rapport à ses maîtres. Perelman, je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui a été laissé pour mort au fond d'une fosse dans un camp de concentration, qui s'en est sorti et qui a eu une rage de vivre par la suite, et qui malheureusement est décédé bêtement sur un accident de voiture, par une BMW, comme quoi les Allemands ont fini par l'avoir quand même. Ouais, elle est limite celle-là. Mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que Perelman me convoquait dans son bureau et me disait Belaïch, vous m'êtes sympathique, il faut que je vous explique quelque chose. Perelman qui dit vous m'êtes sympathique, c'était rare. Hein. Et il me dit, vous savez, pour qu'un service fonctionne bien, il faut que l'interne sache tout. Quel est votre rôle ici ? Interne, monsieur. Prenez-en note. Ça mettait la pression quand même. Puis après, il dit, pour qu'un service fonctionne très bien, il faut que, au cas où l'interne ne sache pas, le chef de clinique sache où trouver l'information manquante
par cet interne déficitaire. Quand vous serez chef de clinique, prenez-en note. Je dis, oui, monsieur. Et il me dit, pour qu'un service marche vraiment, vraiment, vraiment bien, il faut que le chef de service sache toujours où est le chef de clinique. Prenons-en note. Qu'est-ce qu'il avait ? Tout a été écrit, tout n'a pas été lu. Il faut savoir que dans les carences martiales sévères, eh bien, on a une coloration des sclérotiques bleus. Je l'ignorais. Je peux vous dire qu'après 3 recharges martiales, il a eu une coloration normale de ces sclérotiques. Et ça a été publié dans Journal of Pediatrics. Ce n'est pas nous qui l'avons publié, hein, mais c'est toujours intéressant. 3 diagnostics de consultation que j'ai vus en consultation et qui ont été publiés dans l'année. Alors, on va commencer en haut sur votre droite avec ce capuchon qu'on explique toujours comme un capuchon surfissuraire. Et j'explique à la mère que il y a probablement une fissure et que, au même titre que quand on est balafré, eh bien, il y a une petite surélévation, une petite cicatrice kéloïde, eh bien, que ce condylome surfissuraire, eh bien, était probablement le témoin de cette fissure antérieure. Et elle me regarde et elle me dit dans les yeux, hein, avec son accent qui m'est cher, elle me dit « Voilà, docteur, elle n'a jamais fait de fissure. » Je lui dis « Mais peut-être qu'un jour... » Elle me dit « Voilà, docteur, tous les jours, je vois le derrière, jamais il y a eu de fissure. » Il ne s'agissait pas d'aller contre, là. Hein. Et alors là, on a justement le joker. Je vous présente la protrusion pyramidale antérieure. C'est effectivement sous un excès et c'est hormonal. Eh bien, il faut savoir que, en particulier les jeunes filles plus que les jeunes hommes, en particulier pendant les premiers mois de vie, un petit peu pendant, comme la crise génitale pendant les premières semaines, et puis ensuite pendant les périodes péripubertaires, il peut y avoir cette protrusion pyramidale antérieure ou protrusion pyramidale périanale. Et en bas, cet enfant, 15 jours, vous voyez que sous la vulve, il y a comme une ulcération qui va jusqu'à l'anus. Une ulcération. Et la mère, elle me dit, ça m'ulcère, ma fille est née ulcérée. Et elle a raison. Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? Alors on peut lui dire, hein, parce qu'on a l'impression, c'est asymptomatique complètement. Hein. On a envie de lui dire, bah voilà, bah c'est... Ouais, on a envie de lui dire, quoi. Mais face à ces nouveaux parents, on a vu tout à l'heure, hein, que c'était important d'avoir des échelles d'évaluation normative. Eh bien là, le mieux, c'est de lui dire en anglais. Je lui dis, madame, votre enfant, et je lui ai dit, j'ai fait un kiff, je ne vous raconte pas. Je lui ai dit, votre enfant, elle a un perineal groove. En plus, dans le groove, ça fait un peu groove. Ce n'est rien d'autre hein, qu'un sillon périnéal congénital avec un défaut de fermeture du septum uroanal. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec la littérature. Quant à ce qui est en bas, sur votre gauche, vous avez vu les kystes du raphet médian qui peuvent, comme des perles comme ça, arriver. Je vous présente ensuite, préparez-vous, la consultation qui m'a fait le plus peur pour rien. C'est un petit peu gore, hein, j'en suis désolé. Hein. L'enfant fait pipi normalement, caca difficilement, et elle vient en consultation parce qu'il est constipé, j'ouvre la couche, et je vois ça chez l'enfant, et je me suis dit, mais pourquoi n'a-t-elle pas vu l'urologue plutôt ? Et elle me dit, c'est bizarre quand même. Et j'avais envie de lui dire, ah ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Ça, je confirme, c'est un peu bizarre. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux kystes hein ? Ce n'est pas des gouttes hein, qui coulent. Hein. C'est des véritables kystes pellucides qui sortent du pénis. Voilà. Donc, ça s'appelle comme ça. C'est là aussi transitoire. Là aussi, ça part après 1 mois de vie. Je l'ai revu à 1 mois, il n'y avait plus. Il n'y avait plus qu'une petite boule. Au bout de 3 mois, il n'y avait plus du tout. Mais comme quoi, quand on sait et quand on est le diagnostic, donc ça s'appelle les perles d'Epstein, qui est le premier docteur qui
a publié et décrit cette observation. J'aime bien ce diagnostic par l'image parce que c'est des choses, vous avez vu, c'est des choses, quand vous allez le voir, vous dites « Ah, j'ai déjà vu ça ». Et je vous ai mis que des diagnostics qui sont des diagnostics où on peut rassurer les parents, bien évidemment. Parce que savoir quelque chose qui nous inquiète... Et là, j'étais certain que cet enfant avait un acanthosis nigricans. Et puis, je trouvais quand même qu'en avoir autour de la bouche, c'était bizarre. Donc ça, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Encore fallait-il le savoir. Mais il faut savoir que sur des traitements au long cours par le valproate de sodium ou d'épakine, on peut avoir des hyperpigmentations qui ont cette valeur. Les neurologues le savaient, je ne le savais pas. Autrement dit, il faut écouter les parents, surtout quand ils nous disent des choses qui nous amusent un petit peu. J'aime bien cette maman qui a dit « Donnez-lui du Doliprane ». J'aime bien cette maman qui dit « Ah, accouchement, ils m'ont tout fait ». Je dis « Ah bon, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?»« Ils m'ont tout fait, forceps, triceps ». Alors je voyais l'obstétricien. Et puis, ce fils oncoprétique, avec cette maman qui dit oui, il est oncoprétique depuis tout le temps. Bah oui, oncoprésie primaire. Je lui dis ah bon. Et puis j'essaye et elle me dit oui, mais je l'ai su très tôt. Je lui dis oui, je sais, mais bon, avançons un peu dans le diagnostic et voyons un petit. Non, mais je l'ai su dès la naissance. Je dis ah bon. Il me dit oui, parce qu'il est surdoué. Et puis à un moment, non pouvant plus, je lui dis mais vous l'avez fait évaluer? Elle me dit pas besoin. Je l'ai su dès la naissance qu'il était surdoué. Je dis ah bon? Il me dit oui. La sage-femme lui a mis 10 sur 10 à l'Apgar. Et donc ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on est avec des nouveaux parents. Et lundi, je vous parle de ma dernière consultation aussi, une oncoprésie, avec le père qui vient, avec son enfant, le père à la tête baissée, l'enfant à la tête baissée, et l'enfant à la culotte souillée. Et je dis... vous venez pourquoi? Et le père, d'un ton très macabre, dit il fait sur lui. Et l'enfant dit puis il revient et le père dit nous faisons. Et il est complètement envahi de cette inquiétude. Il nous fait une otite. J'avais l'impression qu'il allait dire « nous faisons sur nous ». Il arrive et puis je lui dis « ok, mais et bon, il a quel âge ce jeune homme ?» Je m'interpelle et j'interpelle le jeune homme qui a la tête baissée. Et je lui dis « mais il a quel âge ?» Et malheureusement, on a un logiciel à l'assistance publique qui fonctionne très bien, sauf que parfois il ne fonctionne pas. Et donc, c'est un peu... il s'appelle Orbis, c'est un peu Orbis et Tourbis. C'est quelque chose de très chrétien. Et donc, je n'avais pas son dossier, je n'avais pas sa date de naissance. Et j'insiste, je lui dis, mais il a quel âge? L'enfant ne dit rien. Je lui dis, il a quel âge? Le père ne dit rien. Puis, à un moment, j'insiste. Je lui dis, monsieur, quel âge a votre enfant? Et à ce moment-là, il fait, et on ne me dit jamais rien dans cette famille. Je crois qu'il y a quand même des choses où il faut se poser des questions, où il faut savoir se nourrir des petits-enfants qu'on a. Il faut savoir aussi être content de cela et ne pas avoir peur de ces mantes religieuses, de manger tranquillement, d'avoir cet échange constant entre nous, de nous mettre, entre guillemets, dans une situation où les uns sur les autres, nous allons y arriver. De regarder ce qui se passe et sans se chamailler, essayer de voir les choses, non pas dans notre miroir, mais à travers les autres. Je vous remercie.